Merci à l'École supérieure d'art du Pays Basque de m'inviter à cette conférence. Donc, je m'appelle Jean-Louis Ratsoki. J'ai choisi le titre pour cette conférence de Emendik, ou depuis ici. Quelqu'un m'a dit c'est plutôt d'ici. Je voulais dire depuis ici, c'est-à-dire que au tout début, mon intention, après avoir fait un parcours, je vais en parler tout à l'heure, parce qu'on m'a demandé aussi de parler un petit peu des parcours scolaires, universitaires. Comment? Le parcours raté, c'est ça. Donc je vais y revenir. Et l'intention au début, c'est donc après avoir... je suis passé par... je me suis fait renvoyer de Saint-Thomas d'Aquin. Je suis allé faire un CAP d'ébénisterie, puis un BTS à l'école Boulle, puis un diplôme d'archi intérieur. Finalement, je suis allé à Madrid faire du design industriel, parce que j'avais à peu près compris ce qui m'attirait en tout cas. Donc je veux dire, j'ai fait pas mal de zigzags. Et s'il y a une profession, comme vous le disiez, où il n'y a pas de chemin établi, hein, même s'il y a beaucoup d'écoles qui aujourd'hui mènent à des diplômes de design industriel ou autres. C'est vraiment une profession parce que à la croisée de pas mal de chemins commerciaux, techniques, de marques, d'environnement, etc. Donc c'est une profession qui est assez complexe. Voilà, donc Emendik, donc depuis ici, c'est la volonté de départ, c'est de participer du développement économique et culturel de mon pays, qui est le Pays Basque. Hein, c'est un peu naturel. Hein, c'est pas... il est vrai que quand j'ai commencé, donc en 1996, quand je me présentais de manière, j'allais voir les entreprises et je disais que j'étais designer. On me regardait bizarrement. Hein. Je veux dire, si aujourd'hui, même le terme, les entreprises, les petites et moyennes entreprises qui forment notre tissu industriel ont compris l'intérêt du design industriel, ce n'était pas du tout le cas en 1996. Hein. J'avais vraiment des gens qui étaient étonnés, qui ne savaient pas ce que ça pouvait apporter. Hein. Donc ça a été un chemin comme ça. Ça a été un chemin de 1996 à 2016 que j'ai parcouru en solo. Ça m'a permis de rencontrer quand même pas mal d'entreprises, hein, de part et d'autre de la frontière, parce que tout de suite, je me suis installé des deux côtés, hein, enfin, au niveau des collaborations. Parce que je me suis rendu compte assez tôt que, bon, on est au Pays Basque, hein, c'est un petit pays, on n'est évidemment pas c'est pas un pôle de design, hein, même si on a une école à Mont-de-Marsan, on en a une ici, enfin bon. Il est plus facile de travailler à Milan, à Barcelone ou à Cologne, et aujourd'hui à Copenhague et à Stockholm. On a beaucoup plus de possibilités. Hein. Mais bon, l'idée c'était de travailler depuis ici. Et je me suis rendu compte quand même rapidement que le tissu industriel très dense de l'autre côté de la frontière permettait d'aller chercher des savoir-faire. Et donc, comme ça, en créant des collaborations de savoir-faire distincts mis au service d'entreprises, et bien on arrivait à créer comme ça, à créer une dynamique. Hein. Parce que si on fait le tour du Pays Basque Nord, ou même si on va un peu vers les Landes ou vers le Béarn, on a vite fait le tour des entreprises industrielles, véritablement hors secteur aéronautique, etc. Hein. Donc voilà, donc c'est pas un pôle de design, mais c'est pas non plus un désert. Parce qu'on ne peut pas faire de design, je pense, dans une zone où il n'y a pas de savoir-faire. Quand je dis savoir-faire, c'est savoir-faire industriel, savoir-faire artisanal, etc. Hein. Et finalement, on est dans un endroit qui n'est pas trop mal, hein, pour faire du design. Donc voilà, donc on travaille à Asquin, dans une cabane. On est un peu assez paumé. Donc Anderly Sachaud est mon associé. On s'est associés donc en 2016 là. On a travaillé plusieurs années ensemble. Hein. Et lui est d'Oyarzun. Maider Noblia, qui est passée par Canto puis l'école de Toulouse,
elle s'occupe, elle est designer produit, mais elle s'occupe essentiellement des espaces. Et puis X Lozano, qui est plutôt quelqu'un qui vient de la communication. Donc voilà, on a une manière de travailler assez, je dirais, assez horizontale. D'ailleurs, graphiquement, on est sur une grande table. Il n'y a pas trop de boss, quoi. Les projets, il y a bien sûr des responsables de projet, mais on partage vraiment toutes les phases des projets. Hein. Bon, on peut le faire parce qu'on est une petite structure, hein, et parce qu'on n'a pas envie de devenir une grande structure, justement. Hein. On pourrait être 2 ou 3 de plus, mais on veut garder cette manière de travailler comme ça. Voilà, donc bon, les premières années, donc, j'ai travaillé avec des entreprises d'ici, du Pays Basque Nord, du Pays Basque Sud, du Portugal, d'Espagne, dans des typologies d'objets relativement variées, même si la plupart sont autour du mobilier. Rapidement, on s'est rendu compte que le seul produit n'était pas un levier suffisant pour participer à l'évolution, à la transformation des entreprises. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui me plaît depuis le début, mais c'est quelque chose qui est déterminant, c'est-à-dire que le récit de la marque est pour nous fondamental. C'est-à-dire que nous, quand on nous appelle pour dessiner des chaises, dessiner des lampes, etc., ça nous intéresse, mais absolument pas. D'ailleurs, je suis incapable de dessiner quelque chose hors sol. Hein. Donc, et puis on s'est rendu compte, en faisant des erreurs, hein, on s'est rendu compte qu'on avait des fois des produits qui n'étaient pas mal, mais mal présentés sur le mauvais salon, ou mal commercialisés, ou d'autres fois des produits qui n'étaient pas terribles, qui manquaient toujours un pied à la table. Donc, pour cela, on s'est réunis on a créé une plateforme, et donc on a joint au design produit, aux 4 personnes dont on vient de voir, une structure d'image et de communication, hein, graphique, web, etc. Hein. Donc, du coup, ça nous permet d'accompagner les entreprises qui en ont besoin de manière un peu plus globale, hein, et surtout cohérente. Parce que ce qu'on cherche, c'est la cohérence du récit de la marque. Hein. C'est un peu notre mantra, notre obsession. Hein. Donc, on travaille de manière continue avec 7-8 entreprises. Et puis ensuite, on fait quelques one-shots à l'international parce qu'on a quand même envie des fois de faire des objets de temps en temps. Voilà. Mais donc, ces entreprises que l'on voit là, Alki, mobilier pour la maison, Sokwa, entreprise à Hendaye, mobilier bureau, Bosque, à Gedmo dans les Landes, une entreprise qu'on a amené vers le canapé, hein, on a créé la marque. Grog, c'est une grosse entreprise catalane qui est dans le luminaire. Trécou, c'est une entreprise de Saraos qui est dans le meuble conteneur. Forjadour, vous connaissez, qui est un fabricant de planches à Bayonne. Retegui, un marbrier à Saint-Jean-de-Luz. Et Akava, une jolie entreprise à Auchourville. Donc, plutôt que de vous parler de produits, je vais parler un petit peu d'exercices comme ça que l'on a réalisé avec ces entreprises, avec certaines de ces entreprises. Hein. La première, c'est une transformation d'entreprise. La seconde, c'est une diversification. La troisième, il s'agissait de déplacer l'entreprise vers une grosse entreprise, vers une offre un peu plus pointue. La quatrième, c'est une création de marque. Et la cinquième, c'est une réanimation de marque. Donc, la transformation, qui dans ce cas était presque une révolution. Hein. Donc, c'est Alki, c'est peut-être l'entreprise ou la marque qui est un peu comme ça, que les gens connaissent le mieux, enfin, dans notre travail, je veux dire. Donc, ça fait maintenant 10 ans qu'on collabore ensemble. Alki vient d'un secteur de mobilier traditionnel. On voit bien sur la gauche où ils en étaient en 2008. Donc, un secteur en grande difficulté, avec des logiques de prix, des concurrences en Tchécoslovaquie, au Portugal, enfin bon, la catastrophe. Par contre, quand on s'est rencontrés, donc je connaissais un peu Peyo hors boulot, Peyo Ubalde, qui est le responsable de la coopérative.
quand on s'est rencontrés, tout de suite, je me suis rendu compte qu'ils avaient un savoir-faire extraordinaire. Hein. Et nous, ce qui nous excite, les designers, c'est vraiment les savoir-faire. Hein. Donc, le premier exercice, on l'a là, que j'ai réalisé à l'époque. Hein. Je dis j'ai parce qu'à l'époque, j'étais tout seul. Donc voilà, ça a été d'essayer de faire quelque chose qui soit... C'est le même matériau, c'est le même savoir-faire, c'est juste déplacer le propos et en faire quelque chose d'un peu plus radical. Une vraie proposition actuelle. Donc il s'agissait de bois massif, c'était comme dire, voilà, on va faire une chaise en bois massif, du coup elle va sortir presque d'un bloc. Hein. Bon, c'était le tout premier exercice. Après quoi, on a beaucoup travaillé, tous les ans. Donc on crée des collections pour Alki. Bon, ça n'a pas été facile, ça n'a pas fonctionné dès le début. Ça a été un peu notre cobaye, en fait. Parce qu'il fallait, quand je parlais de transformation, ou plutôt de révolution, c'est vrai, vraiment une révolution. C'est-à-dire qu'il fallait changer de marché, il fallait aller sur des salons complètement différents. La distribution, il fallait la renouveler complètement, là, les commerciaux, etc. C'était pratiquement créer une marque. Pas depuis zéro, depuis ce savoir-faire et depuis les valeurs qu'on a établies ensemble. On a passé une année à dire qu'est-ce qu'on avait à raconter de différent. Parce que quand on dit local, tout à l'heure on parlait de local, le local c'est partout. Qu'on soit à Paris, à Asquin ou à Barcelone, c'est du local. Donc sur le marché, il faut essayer d'apporter sa petite différence. Et donc c'est juste de cette différence, et finalement on est local, mais on est complètement international avec Alki. Donc on fait un travail sur nous-mêmes. En l'occurrence, on a établi, parmi les valeurs de l'entreprise, donc on a établi la mémoire, des clins d'œil à la mémoire, le savoir-faire, comme vraiment le savoir-faire qu'ils avaient, la coopération, parce que c'est une coopérative, mais c'est une manière de coopérer avec des fournisseurs ou avec des savoir-faire qu'on a été chercher à 150 km autour. Donc du coup, bon. Donc ce travail de valeurs qui finalement définissent une marque nous permet ensuite de travailler sur le produit. Mais pas que. Donc c'est comment raconter cette histoire. Donc on s'occupe, et là avec le groupe un peu plus grand qui s'appelle l'ANCA, hein, avec cette association de gens de Tolocha et nous-mêmes. Et donc là on s'occupe des images, que ce soit de la photo, de la 3D, que ce soit donc, le graphisme, catalogue, site web, stand, choix des couleurs, choix des matériaux. Hein. En fait, c'est un travail sur vraiment toutes les facettes de l'entreprise. Hein. Et c'est, même si on est une petite entreprise d'ici ou d'ailleurs, mais c'est de ce récit, de cette histoire bien racontée qu'on crée une différence. Et du coup, eh bien, Alki est perçu... donc on travaille les stands aussi sur les salons. Hein. On est toujours dans l'histoire une même histoire racontée différemment sur tous les supports, hein, que ce soit les réseaux sociaux ou Et donc ça, c'est quelque chose qui est... Une chaise, on peut la faire très bien, mais c'est pas suffisant, une chaise ou une collection. Il faut que... Et c'est ce qui est véritablement perçu par les gens. Hein. Bon, ici, on était en recherche d'une espèce de transversalité autour de la rusticité. Hein, autour d'une certaine rusticité. Donc nous, on est d'ici, on connaît bien ce qui fait notre rusticité, mais finalement notre rusticité, quand on fait, je ne sais pas si je l'ai par là, mais oui, quand on crée un siège 3 pieds, le Coréen qui le voit ou l'Autrichien, il a déjà vu un siège 3 pieds, parce que 3 pieds, c'est par essence stable. Hein. Donc c'est vraiment la chaise paysanne, paysanne basque ou paysanne coréenne. Hein. Donc, cette recherche comme ça de transversalité fait que la marque est reconnaissable, est reconnue, et maintenant elle est devenue quelque chose quoi, dans le panorama du mobilier contemporain. Donc, ce travail de stand qui est assez important, parce que pour certains c'est la vitrine, certains connaissent la marque à travers un stand, d'autres connaissent à travers une page internet, un site internet, d'autres connaissent à travers une expérience, un lieu, etc. Donc à chaque fois, on essaie de moduler ce qu'on a raconté.
Donc on n'a pas peur, par exemple en haut à gauche, là, je ne sais pas si vous voyez, mais on est allé avec du foin, du maïs et du bois. C'était pour expliquer une coque en bioplastique que l'on sortait sur le salon, hein, qui était un amidon de maïs. On fait comme ça avec Alki des exercices sur la mémoire, sur la mémoire, des clins d'œil, et aussi, par exemple, là on a la mémoire au milieu en bas, là. Bon, je vais y revenir, pardon. Avec du mobilier tressé comme des paniers, hein. On va chercher des artisans. Et puis d'autres fois, on fait du bioplastique avec une recherche. On fait des allers-retours comme ça entre futur et passé, hein, pour ne pas se faire étiqueter non plus. Parce qu'on est facilement étiquetable, surtout quand on vient du Pays Basque, on est facilement étiquetable comme les authentiques ou les je ne sais pas quoi, hein. Et donc on fait gaffe à ça, mais terriblement, quoi, hein. On fait gaffe à la folklorisation à tel point qu'on ne s'imagine jamais sur un marché national français, etc. On se projette toujours à l'international. C'est pour ça qu'on travaille, notre travail qui est avec des petites entreprises locales, de part et de la frontière, en fait, c'est un travail international. Même Retegui, tout à l'heure, dont on va parler, qui est une marbrerie de Saint-Jean-de-Luz, comme il y en a dans toutes les villes de France et de Navarre, eh bien, même Retegui, on l'a tout de suite mis à l'international. Pensé à l'international. Donc la direction artistique, quand on parle de direction artistique, au-delà du produit, c'est bien sûr comment raconter l'histoire. Il y a un trinquet sur la gauche là, qui a été conçu par Eiffel, qui est à Saint-Palais. Bon, on va chercher parce que les couleurs nous intéressent, parce que le graphisme nous intéresse. Une ligne noire, ça peut être suffisant. On va pas commencer à mettre Pacha. Je veux dire, on recherche comme ça un langage différent. Les gens au milieu, en haut, au milieu, reconnaîtront une danse folklorique. Et nous, c'est juste une manière de montrer les tissus. On n'a pas besoin de le dire, hein. Voilà, bon. Les exercices. Donc, donc on a, avec Alki, on a accès, puisqu'on a créé, plutôt que des produits, on a créé une atmosphère, une ambiance, un message. Et donc, on est capable d'aller, que ce soit sur des restaurants, à la maison, mais aussi, il y a 2 ans, là, on s'est mis à penser au bureau, au monde du travail. Et donc, on a été amener notre atmosphère sur le monde du travail. C'est-à-dire qu'on a un peu de la chaleur, du bois, bien sûr, hein, parce que c'est l'ADN même de l'entreprise, mais aussi du cuir. Donc, en faisant comme ça un clin d'œil au bureau d'antan où il y avait bois et cuir. Voilà, du coup, l'entreprise peut vendre aussi bien pour la maison que pour le bureau, et ce, un peu partout à travers le monde. Ici, un exercice complètement différent, fait avec les 5 derniers artisans qui savent encore faire des paniers au Pays Basque, hein, qui sont à côté d'Azpeitia. Et donc, on a été les voir et on leur a dit, voilà, est-ce qu'on voudrait faire quelque chose de très simple avec vous? Normalement, c'est un cerclage de châtaignier, mais nous, on a fait du cerclage métallique. Du coup, on peut faire des parois verticales. Donc, au début, ça n'a pas été évident, mais finalement, on s'est très bien entendu. Et voilà, on a fait une collection comme ça, un peu différente. On cherche toujours, à travers ces différents exercices, là aussi en interne, à chercher une espèce de transversalité de nouveau. C'est-à-dire que plutôt une cohabitation, que ce soit du bioplastique pour la coque, hein, de la forge et main au feu pour la table, etc. On recherche une espèce de cohabitation possible. On y met aussi un petit peu dernièrement, on essaie toujours d'utiliser le bois, mais d'y mettre un peu de technologie dedans. Donc là, c'est une petite table qui paraît assez simple, mais qui en fait est assez sophistiquée, avec un vérin fait sur mesure, etc. Hein. Donc c'est juste un petit... Le bouton est en bois, mais tout le reste est... Voilà. Donc ça, c'est un rapport que l'on fait tous les ans sur l'ensemble des actions que l'on mène avec l'entreprise, que ce soit un stand, la communication, les réseaux sociaux, les retours, les salons, bien sûr.
les nouvelles gammes, tout ça, on analyse un petit peu les retours pour pouvoir pour améliorer ou corriger les choses l'année suivante. Bon, ça c'est juste pour montrer que le mobilier traditionnel donc, a périclité. Aujourd'hui, Alki ne fabrique plus de mobilier traditionnel, mais la production est en plein boom. Donc pour nous, pour nous, c'est une fierté de pouvoir travailler avec des gens, de voir embaucher des jeunes, par exemple. Alki, ils étaient 25, ils sont 45 aujourd'hui. Ils font travailler 15 autres personnes de l'autre côté, en tapisserie, etc. Donc c'est une espèce de fierté. Ici, un exercice avec une autre entreprise, donc, un exercice de diversification avec une entreprise qui marche plutôt très bien, qui s'appelle Forjadour, donc entreprise bayonnaise, fabricant précurseur de la plancha domestique, je dirais, avec une partie à Bayonne, une partie de fabrication en Extrémadour, d'où est originaire la famille. Et donc là, on a travaillé, là on a fait un travail de groupe, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, avec l'ANCA, depuis l'identité, la nouvelle identité de l'entreprise, jusqu'au produit. Donc, et la stratégie de marque aussi. Donc le produit que l'on avait quand ils nous ont contactés, c'était ça, grosso modo, des planchas en tôle pliée avec de la fonte, tout ça. On s'est dit, tiens, nous on n'est pas spécialisés, on n'est pas ultra technique, et puis ça ne nous excitait pas franchement non plus au début. On s'est dit, tiens, on va inviter des gens qui savent faire ça mieux que nous. Donc on a une agence à Orio, où il y a 8 ingénieurs, c'est une des agences les plus techniques entre Bordeaux et Madrid. Il y a 8 ingénieurs, ils connaissent bien les matériaux, tout ça, on les a invités sur la plateforme. Et donc on leur a demandé de travailler sur les planchas. Ils ont redessiné absolument toutes les planchas, toutes les collections de Forjadour. Si vous allez au magasin, là, toutes les planchas sont nouvelles. Tous les modèles de planchas. Donc voilà, ça a été un petit peu un des modèles, c'est devenu ça. Décliné avec une logique de marque, d'appréhension, de lecture par l'extérieur, etc. Et puis nous, parce qu'on voulait faire quand même quelque chose, on a essayé de travailler autour de la plancha. C'est-à-dire, là aussi, dans l'idée que la marque, pour se différencier des autres, de la concurrence, elle peut aussi, elle n'est pas obligée de ne travailler que sur le seul produit. Elle peut enrichir un petit peu l'offre, d'autant plus qu'ils ont quand même de bons magasins. Et donc, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va créer autour de la plancha? Et donc, on s'est dit, tiens, nous, on avait envie d'un dispositif où de nouveau, on cohabite comme ça autour de la table, on cuisine, on n'est pas condamné à cuisiner dans un coin de jardin, et on peut partager comme ça et le fait de cuisiner et le fait de discuter. Donc on est parti, on a essayé d'assembler des choses et on a créé une table, un dispositif donc, où on peut être assis, on peut être à l'ombre, on peut cuisiner, on peut boire un coup de blanc. Voilà, donc c'est une collection qu'on a développée qui est commercialisée chez Forjadour. On a aussi développé une collection de cuisine extérieure, donc à base de modules. C'est des modules et on compose comme ça la cuisine dont on a besoin, toujours en intégrant la plancha. Et puis en ce moment, on est en train de développer une plancha nomade. C'est une petite plancha qu'on pourra emporter un peu par là où on veut. Donc voilà, bon, ça c'est un petit peu confidentiel. Voilà. Un autre exercice, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Un autre exercice, une autre collaboration avec une entreprise avec qui on travaille. Bon, je travaille depuis le début, j'ai même travaillé en interne en 97. Oui. Merci. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Sokoa, qui est en Daï. Pour nous, c'est la plus grosse entreprise avec laquelle on collabore. Ils font 50 millions de chiffres d'affaires, 100 millions pour le groupe. Mais quand je dis grosse entreprise, c'est plutôt en termes d'investissement. Les projets sont assez conséquents, c'est-à-dire
Il y a des moules, un projet chez Alki coûte 300, 500 000 euros, 600 000 euros. Bon, il ne faut pas trop se planter, quoi, une fois. Et donc là, on n'a pas le levier, global. On n'intervient que sur le produit avec eux, hein, parce qu'ils ont un service marketing, ils ont un développement. Bon. Mais on connaît assez bien l'entreprise. Hein. Donc ça, c'est grosso modo, c'est quelque chose que j'ai dessiné, mais il y a 12 ans ou 13 ans. Grosso modo, c'est l'offre de Sokoa, c'est-à-dire c'est du mobilier de bureau entrée de gamme, hein, avec une approche prix assez importante. Bon, c'est quand même le plus gros fabricant français. Et donc là, on travaille avec eux, on essaie de porter cette marque vers l'univers de la prescription, vers l'univers du travail un peu plus doux, hein, moins technique, moins outil. Hein. Et donc là, c'est une collection qu'on a développée. Hein. On cherche un peu de douceur là aussi. Ou alors une typologie d'objets différente. Ça, c'est un projet, bon, ce sont des 3D, mais c'est un projet qui s'appelle Mendy. Et ce sont des zones d'accueil ou de travail un peu informelles. Et ça, par exemple, ça fait vivre il y a 15 personnes qui fabriquent ça. Ils ont dû fabriquer une petite usine en face de l'usine Sokoa, aménagée pour pouvoir produire cette collection. Voilà, donc on la trouve dans pas mal d'entreprises, pas mal de lieux publics. Là, c'est l'aéroport d'Eindhoven. Les architectes en font absolument ce qu'ils veulent, hein, parce que ce sont des modules. Et il y a un jeu comme ça de modularité, de couleurs. C'est intéressant. Donc pour Sokoa, c'est une offre très nouvelle. Hein, c'était une offre très nouvelle. Et ça a été le déclic aussi pour dire, tiens, on peut peut-être faire des choses qui soient pas seulement des sièges seulement ergonomiques et purs et durs. Hein. Ça a ouvert vraiment des marchés. Donc on travaille aussi sur des gammes entrée de gamme. Hein. Oui, là c'est du plastique, donc il y a beaucoup de plastique, c'est du plastique, mais c'est avec eux que j'ai appris l'éco-conception, en fait. C'est bizarre. Parce qu'ils sont toujours dans la recherche du minimum de matière, du minimum de... Ils font très attention au packaging, à la traçabilité, enfin bon. Et toute la grille, disons, d'éco-conception, je l'ai adoptée avec Sokoa. Et ensuite, on l'a systématiquement placée avec les autres entreprises, hein, notamment Alki. Alors, on l'a mis au cœur du dispositif avec Alki. Hein. On n'utilise pas de plastique, on fait très attention. Ça, c'est une gamme qui est sortie l'an dernier, donc. Là aussi, c'est une chaise de réunion, de cantine ou de multi-usage, développée pour Sokoa, de forme apparemment simple. En fait, c'est assez compliqué. Voilà, là aussi, on cherche à aller vers la prescription. Hein. Souvent, comme ça, on recherche aussi une espèce de paysage, c'est-à-dire par la typologie, le tabouret, le lounge ou la chaise, on essaie d'avoir une offre intéressante quoi, qui crée une espèce de paysage intérieur, ce à quoi les architectes sont assez sensibles, surtout s'ils peuvent le personnaliser. Donc ça fait un effet comme ça les architectes, le prescripteur peut en faire un peu son objet, hein, au travers de la couleur. Donc là, c'est une partie du process.
On n'a pas de process, je dirais qu'on n'a même pas de... Il y avait une stagiaire qui était passée chez nous, qui avait fait son rapport l'an dernier. Elle avait dit, en l'absence totale de méthodologie apparente. Non, je veux dire, on n'a pas vraiment de méthodologie de travail. Et ça, c'est... des fois, on réfléchit pas mal quand même. Et on dessine pas tout de suite. On partage pas mal. On se dit qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, est-ce que ça vaut le coup. On n'a pas envie de faire la 150e chaise. Et donc, on réfléchit pas mal. Et puis ensuite, par contre, le chemin, ça peut être de la 3D, ça peut être de l'injection, ça peut être on a de l'imprimante 3D, mais aussi on va à l'atelier, on a de la mousse, on fait des maquettes. Bon, on n'a aucun chemin, il n'y a pas de chemin tout droit, quoi. Et là, par exemple, pendant deux mois, on a eu une stagiaire qui venait du tissu, hein, designer textile. Et elle est venue, elle m'a dit, je ne sais pas dessiner. Je lui ai dit, bon, c'est pas grave, tu feras autre chose. Et en fait, elle nous a fait on travaille sur un projet aux États-Unis, un joli projet, système de pouf. Et elle nous a fait des maquettes tissus époustouflantes. Voilà, donc, il n'y a pas de... Ça, je le dis par rapport un peu aux gens qui sont à l'école. Hein. Il n'y a pas... Bon, il vaut mieux dessiner un peu ou arriver à s'exprimer en tout cas. Mais il n'y a pas de chemin, il y a tout droit. Nous, on a un atelier, parce que, bon, comme je vous disais au début, mon père était menuisier, j'ai un frère qui est menuisier, qui est aussi notre prototypiste. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même tendance, et de plus en plus, parce qu'on était passé beaucoup à la 3D, et puis là, on est en train d'essayer de revenir à la maquette physique. Parce que le processus est assez intéressant. Et la perception, les sensations qu'on peut avoir pendant le travail sont différentes. Donc on revient pas mal à l'atelier en ce moment. Voilà, les choix de couleurs, les matériaux, les aspects, les finitions, c'est quelque chose de très 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 important. Je me rappelle quand j'étais à Paris, j'avais travaillé dans une agence de design qui s'appelle Raison Pure. Et j'avais un japonais qui ne savait pas parler le français et à côté, et lui, il ramenait toujours des petits morceaux de gravats ou des petits bouts de papier rayés. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je dessinais, j'essayais de faire. Et en fait, lui, il s'occupait plus de la matitude ou de la brillance ou de choses comme ça que de la forme. Bon, c'est des choses que petit à petit, on apprend. Quoi. La couleur, c'est pareil, c'est déterminant. Quoi. Ici, une autre équation, parce que ce sont vraiment des équations. Je parle de l'exercice, mais en fait, nous, on se met au service des entreprises. Comme je disais tout à l'heure, jamais il me vient à l'esprit, ou rarement, de dessiner quelque chose comme ça. Et je dirais, donc, on regarde exactement ce qu'est l'entreprise, ce qu'elle peut apporter, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme différence, et on essaie d'inscrire notre travail dans cette logique-là, dans cette réflexion-là. C'est pour ça que, là, par exemple, c'est une petite entreprise dont je parlais tout à l'heure, qui est une marbrerie, elle s'appelle Retegui. Donc, c'est une marbrerie traditionnelle. On s'est rencontrés il y a 3 ans, je crois. Et le fils avait repris la marbrerie, le fils est ingénieur, c'est super technique. Et donc, il avait commencé à associer des sandwichs aluminium, des sandwichs fibrés, tout ça, au marbre. Et il était venu me voir et il me dit est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je dis oui, on peut faire, bien sûr on peut faire. Parce qu'on peut faire avec tout et partout en fait. C'est ça une des choses, je veux dire, faire au Pays Basque ou on peut faire partout et avec très nombreuses entreprises. C'est pour ça que, autant tout à l'heure je vous disais que je pense qu'il sort beaucoup d'élèves des sections de design, mais je pense que si les entreprises se rendent compte de ce que ça peut leur apporter, on peut quand même créer beaucoup d'emplois. Pas que du design mobilier, pas que du design qui apparaîtra sur les revues. Hein. Et donc là, pour revenir à ce travail-là, cette collaboration, donc lui, un gars pointu, qui savait travailler le marbre, qui savait le mécaniser, tout ça. Et donc, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors, le marbre, c'était quelque chose de dur, froid et cassant.
Donc on s'est dit, ouf, ça va être dur de faire une collection de mobilier, tout ça. Donc on a essayé de le rendre pas cassant, résistant. Donc ça, il savait le faire, donc, avec ses alliages, hein, ses collages. Chaud, chaleureux. Donc on a essayé de l'assembler avec d'autres matériaux, du bois, de la mousse, des choses comme ça. Et puis léger aussi, hein, en l'usinant. Donc là aussi, on a créé l'identité de marque. Hein. Voilà, ça, c'est un des tout premiers produits. Donc c'est une table en structure, enfin, avec du bois apparent. En fait, à l'intérieur, c'est un nid d'abeilles d'aluminium. Hein. On peut danser, on peut se mettre debout au milieu de la table. Ultra simple, mais très très sophistiqué en fait. Bon, là, on est dans un marché qui est au niveau prix, hein, qui est bien plus élevé que Sequoia ou Alki. Hein. On n'a pas trop d'a priori non plus. On préfère des choses un peu démocratiques, mais ce genre d'exercice nous intéresse. De la même manière qu'on n'a pas d'a priori en termes de dimension d'entreprise. Pour nous, que ce soit un Sequoia où on est sûr que ça va se vendre, ou faire un objet qui va se vendre à 50 exemplaires, on le traite de la même manière, avec la même intensité et la même envie. Et il nous arrive même de faire des choses qui ne vont pas être produites. Donc voilà, là on voit mieux peut-être ce qui se passe dedans. Hein. Il y a des nids d'abeilles aluminium, le marbre est mécanisé. Une autre collection de petites tables de bistrot rabattables, avec des finitions cuivrées, des finitions un peu sophistiquées. Là, un exercice en contrepoint, c'est-à-dire là, on a fait du massif volontairement. On s'est dit, tiens, on va faire une espèce de meuble qu'on ne peut pas déplacer tous les jours à la maison. Et comme une espèce de bille d'amarrage, comme ça, qui vient créer une référence comme ça sur que ce soit au bord du lit ou dans un salon. Hein. C'est un objet qui se commercialise bien, bizarrement. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, on a travaillé sur l'identité de la marque, mais aussi sur le stand, hein, sur comment présenter les choses. Parce que quand on est dans ce niveau de prix, etc., donc c'est notre univers. Hein. On est un peu plus proche du luxe que de l'entrée de gamme. Bon, tout le monde peut acheter un objet. Hein. Tout le monde. Ça, c'est un des exercices que l'on est en train de terminer, là, qui va terminer au mois de janvier, février. On travaille sur du mobilier extérieur en béton associé au marbre. Donc c'est du béton c'est du béton ultra technique qui est utilisé en architecture. Je ne sais pas, Ricciotti, par exemple, à Marseille, vous voyez, le Mucem. Le Mucem, enfin, c'est des bétons qui n'ont pas besoin donc, de structure métallique ou quoi que ce soit dedans. Hein. Donc avec l'Université de Toulouse, on a retravaillé sur une composition parce que les gros groupes, Lafarge et compagnie, ne voulaient pas distribuer dans le mobilier ce matériau-là. Et donc on est en train de créer cette collection sur laquelle, donc avec un nid d'abeilles volontaire, hein, du coup, parce que l'histoire du nid d'abeilles, on essaie de l'amener sur l'ensemble de la marque. Hein, ça devient un peu un thème. Et donc, en fait, la table est plus belle par-dessous que par-dessus, pratiquement. Mais bon. Et les pieds s'encastrent comme ça dans une structure. Voilà, donc elle peut très bien aller à l'intérieur comme à l'extérieur. Et enfin, un autre travail donc, avec une entreprise d'Aujourville, où mon associé Ander Lisacho a travaillé avant la crise qu'il y a eu en Espagne en 2008. En 2008, les entreprises, parce qu'il y avait quand même 5-6 leaders européens en Guipuscoa, hein, à Speitea,
il y avait des entreprises de 250 personnes. Il y avait 6 ou 7 leaders européens, en tout cas leaders sur le marché espagnol, puis qui étaient quand même de belles marques, Asque, tout ça, avec qui j'ai eu travaillé, qui se sont pris de plein fouet la crise de 2008 du marché de l'immobilier sur le territoire espagnol, puis donc évidemment le mobilier. Et donc ça, c'est une des marques qui s'appelle Acaba, qui était très très connue, je ne sais pas si au niveau design, il y avait Jorge Pensi, tout ça, les stars de l'époque, qui avaient dessiné, ça c'était dans les années 90, 2000. Et donc ils avaient comme ça un registre de forme assez sérieux pour l'univers du travail ou le contract, l'hôtellerie de l'époque. Bon, toujours est-il qu'entre la crise qu'ils sont pris de plein fouet, parce qu'ils ont juste à ce moment-là, en 2006, comme ça, ils ont investi sur certainement la plus belle usine du Pays Basque, qui se trouvait au Chourbil. Usine, quand je dis usine, pas que de l'extérieur, au niveau de l'intérieur, le stock, les circulations, c'est l'usine modèle. Et ils l'ont fait au mauvais moment. Ils l'ont fait en 2007, donc ils se sont pris 7 ou 8 millions d'euros et ils ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires en un an, comme toutes les entreprises du Pays Basque Sud, en mobilier. Et donc, mais malgré ça, ils ont survécu. Donc ils sont passés de 70 à 32, 30, c'est parce que c'est une entreprise familiale. Ils ont survécu. Ander Lissachaud, donc mon associé, a travaillé en interne, il a une relation, et du coup, voilà, c'était ce genre d'univers à l'époque, un peu froid. Le bureau a entre-temps beaucoup changé. La maison s'est déplacée vers le bureau. Le bureau s'est déplacé vers la maison, mais la maison aussi s'est déplacée vers on est sur un environnement beaucoup plus décontracté. Donc ça, ils ont souffert la crise et ils étaient has-been en même temps au niveau registre de forme. Quoi, hein. Donc ils ont double crise. Donc on essaie avec eux là de ramener la marque sur le marché. Je dirais animer, c'est un peu prétentieux, hein, mais de la ramener sur le marché en l'humanisant, hein, en la réchauffant. Donc ça c'est le process. Hein, on a fait. Donc il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc on s'est dit bon, on va faire par étapes. Et donc la première collaboration véritable, on vient de l'exposer à Cologne, au salon à Orgatec, le grand rendez-vous du mobilier de bureau. Et donc on a misé sur un tabouret, juste un moule. Voilà, donc là on est en train de travailler. Et avec un moule, on a créé une famille de produits. Hein. Et donc on a présenté ça depuis le stool, le tabouret, les chaises pivotantes, etc. Les chaises d'études. Des tables qui vont avec. Voilà, on a présenté ça à Cologne et ça a super pris. On était très contents parce que les gens, du coup, les anciens distributeurs, tout ça, reviennent. Enfin, ils ont commencé à vendre tout ça. Donc, voilà. Et on a fait le stand aussi, donc on travaille sur l'image, sur l'identité de la marque. Hein. Voilà, donc ça c'est un exercice qui nous... Donc on a prévu bien sûr de projets à venir là, de manière continue hein, sur les 2-3 prochaines années, à la mesure où ça fonctionne bien sûr, c'est pas gagné. Hein, parce que je présente pas mal de choses qui fonctionnent, mais on s'est planté aussi. Hein. J'aurais dû en mettre d'ailleurs, mais... Hein, j'aurais dû en mettre parce que voilà, on s'est planté. On a eu travaillé avec une entreprise comme ça, Aspeitia, qui s'appelle Ashtigara Kitline, le fonds immobilier Ampère. On a dû faire des milliers de prototypes. Enfin, c'était un truc de fou avec des packaging. On a acheté des machines en Finlande, tout ça. Un projet de dingue. Et au final, ils ne savaient pas le vendre. Et quand je dis qu'ils ne savaient pas le vendre, ils ne savaient pas où le vendre ni comment le vendre. On s'est rendu compte. Nous, on pensait que ils avaient leur. Voilà, donc, mais de ces erreurs-là, donc, tout à l'heure je vous disais les entreprises, les grosses entreprises de Guipuscoa, j'ai dû travailler donc avec Asque aussi, ou Nueva Linea, qui était le leader de mobilier surtout sur l'ensemble de l'Espagne. Et quand ils ont pris la crise, on les a vus disparaître parce qu'il y avait une espèce d'inertie interne, tout ça.
puis ils étaient concentrés sur un marché national. Donc de ces erreurs-là, on a beaucoup appris, nous, pour dire, oups, attention, avant de commencer un projet, déjà est-ce qu'on sait le vendre, ou comment on va faire ça, est-ce qu'on a des sous. Il y a des en ce moment, il y a des tas d'entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent, ah ouais, j'ai vu Alki, c'est super, puis l'autre, je sais pas quoi, tout ça. Et en fait, c'est des entreprises un peu désespérées, quoi, qui sont au bord de la faillite et qui viennent nous voir pour voir si on peut. Je lui dis, ben, on peut pas faire un miracle à chaque fois, quoi. C'est compliqué, quoi, de créer une marque et de faire ce travail de fond. Surtout qu'il faut le faire. C'est une vraie collaboration. Je parle beaucoup de nous, mais en fait, quand je dis, ce sont de vraies collaborations. Avec Alki, par exemple, si le chef d'entreprise et les gens qui sont autour, les hommes et femmes, ne prennent pas le risque à un moment donné d'investir tout l'argent qu'ils n'ont pas, bien on n'aurait pas avancé, quoi. Voilà, donc, voilà, je crois que je suis arrivé à peu près au bout de la présentation. Si vous avez des questions, avec plaisir. Peut-être allumer un petit peu, c'est possible? Et l'auto-édition, maintenant, le projet? L'auto-édition? Oui, à la suite de tout ça. L'auto-édition propre, avec nous, on s'auto-édite. Par rapport à votre horloge, À l'horloge, oui. Mais ça, en fait, c'est pas une auto-édition. On fait quand on s'embête, on moule une horloge. Et on s'est dit qu'on allait en faire 15, voilà. Mais c'est des cadeaux, en fait. C'est pas édité. C'est numéroté, puis on en fait cadeau. Non, parce que l'auto-édition, ça demande une autre structure commerciale. Hein. Parce qu'en fait, nous, on ne vend pas grand-chose. Hein. Enfin, on vend rien. Enfin, on vend nos idées, bien sûr, aux industriels, mais on ne travaille jamais avec le particulier, ou très, très rarement. Alors, on vient de travailler sur une petite charcuterie, parce qu'elle était un peu pointue, mais on n'a pas envie de... On est dans des logiques... On est vraiment dans des logiques industrielles, c'est-à-dire qu'on passe un temps fou pour faire un objet. Donc, ce n'est pas possible pour un privé. Voilà. On est très lent, je leur dis d'entrée. Vous avez une question? Oui. Est-ce qu'il y a une entreprise avec laquelle vous rêveriez de travailler et que vous n'avez pas encore rencontré ici au Pays Basque ou dans le Oui, et on se fait de temps en temps des sessions au bureau de dire qu'est-ce qu'on aimerait faire ou pourquoi, qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce que tout vaut le coup, tout ça. Et la dernière réunion, c'était un peu qu'est-ce qu'on ferait si on avait vraiment le choix. Et en fait, on aurait envie, il en est sorti de cette réunion-là, on aurait envie de travailler sur un aménagement public. Qui pourrait bien sûr comporter du mobilier urbain, mais aussi de la signalétique, de la couleur, parce qu'on est souvent atterré par tout ce qui se fait dans nos villages, quoi. Peut-être sauf Bayonne, peut-être. Non, c'est vrai, Bayonne est nettement plus propre que les autres, mais si on prend les bleds, les villages, tout ça, c'est catastrophique, quoi. Entre l'architecture qu'il est, plus la signalétique, les indications, les panneaux, tout ça. Donc c'est quelque chose qui... Ça nous botterait vraiment, de prendre qu'un village nous dise, voilà, vous avez 2 ans, un peu de moyens, pour nettoyer et pour faire quelque chose de propre, mais d'agréable aussi, hein, bien sûr, hein, vraiment au service des gens. Parce que dans le même registre, en ce moment, on est en train on a présenté un concours pour des résidences pour des personnes âgées, pour des modules de chambre, mais qu'est-ce qu'en faire, comment rendre un petit peu de
dignité aux gens quand ils reçoivent dans leur chambre, qu'ils sont plus un hôpital que... Bon. On sont des thèmes un peu qui nous... Voilà. En fait, quand on fait du stand, ou quand on fait déjà de l'architecture, hein, c'est déjà de l'espace. Hein. Et puis aujourd'hui, les formations, par exemple, de design, autrefois non, mais maintenant, design espace, design produit, design ça, bon. Il suffit. Alors, on n'a pas la compétence de l'architecte, on ne va pas se mettre à faire de l'architecture, hein, ni de l'urbaniste. Mais on peut peut-être apporter quelque chose. On aurait envie, en tout cas. Et des solutions très industrielles, très... par exemple, il y a une très très jolie boîte 90 ici qui est un des spécialistes mondial du nid d'abeilles. Oui. Qui s'appelle Brigantine, qui oui. est en bas de l'aéroport. Ouais. Ils font plein d'objets donc, industriels, des nids d'avions, des nids de TGV, des entrées de péage d'autoroute quand les voitures de tampon, parce que ça sort beaucoup. Et en fait, ils ont des produits très graphiques. Quoi. Oui. Ça, vous n'avez jamais tenté d'aller chercher de la techno chez les industriels pour l'amener Avec Retegui, c'est un petit peu ce qu'on a fait. Je ne vais pas montrer le cœur des autres objets, mais c'est un peu ce qu'on a fait. Après, on est invité un petit peu à voir on a vu, par exemple, le spécialiste de la fibre de carbone à Bordeaux. On a visité, ils nous ont proposé de pouvoir éventuellement faire quelque chose, mais hors leur registre typique de produits. Hein. Donc, c'est des choses qu'on a en tête, mais... On ne court pas après le dernier produit, après le dernier matériau. Hein, parce que ça, c'est souvent le design. On a envie d'être les premiers. Quand il y avait les LED, il fallait faire absolument des LED. Quand on fait, hein, donc, on n'est pas tout à fait sur ce registre-là. Mais si on peut apporter, oui, de la technicité, oui, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. J'ai l'impression que dans votre intervention, il était souvent question aussi d'éthique. Et est-ce que vous pourriez développer un petit peu là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez manifester c'est un souci, pardon, j'ai une journée de cours assez longue. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est au cœur de vos préoccupations avec vos associés dans votre boîte? Ou est-ce que c'est quelque chose qui apparaît un peu en périphérie? Voilà, j'ai un peu aussi reformulé ma question. Oui, l'éthique. Bon, sans un minimum d'éthique, déjà, on ne peut pas faire de design industriel, je pense, aujourd'hui. En fait, c'est de l'ordre de la responsabilité. Pour nous, c'est très important de savoir déjà avec qui on travaille. Quelle est l'équipe parce que quand vous voyez, quand on se met à collaborer avec une entreprise, c'est pas un one shot, on travaille des années et des années. Il y a des crises, il y a des réussites, des moins réussites, tout ça. Bon, c'est lourd, quoi. Hein, c'est une relation. Donc, nous travailler pour que le patron change de Maserati à la fin de l'année, ça ne nous intéresse absolument pas. Donc, il faut qu'il y ait un peu de répartition des gains. Il faut que le travail, la notion de la responsabilité sociétale de l'entreprise nous intéresse toujours. Enfin bon, pour nous, oui, et je parlais tout à l'heure d'éco-conception, j'en parle pas trop parce que l'éco-conception, comme c'est quelque chose d'ultra, maintenant, on en parle beaucoup, mais on fait très attention. On y fait très très attention. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais oui, ça nous préoccupe, oui. On pense qu'on a notre part de responsabilité. Malgré tout, on est dans un système de production industrielle au cœur du système capitaliste, bien sûr. Donc, il faut pas non plus, on va pas dire qu'on est des gardiens de l'éthique. On est dans un système. Essayons de faire le mieux possible. Pour nous, hein, c'est notre. Quand on dit depuis ici, c'est une partie de ça aussi. C'est comment développer ici avec les gens, avec cette proximité, ces collaborations. Ça fait partie aussi d'une certaine éthique, quoi.
méthode, mais à un moment donné, vous êtes arrivé aussi en disant qu'en ce moment, vous êtes revenu à des choses beaucoup plus manuelles pour trouver les formes, etc. Dans votre équipe, vous êtes 4. Oui. Alors, enfin, moi, c'est vraiment... On est 4 ou 5, parce qu'il y a toujours un stagiaire comme ça qui vient, mais c'est l'espace qui nous contraint. On va pas déménager vite. Moi, j'ai le sentiment d'être vraiment la génération charnière, on est à peu près de la même génération, Oui. on n'a pas connu le numérique, on a été vraiment, moi je venais du cinéma, mais voilà, on coupait, on collait, on manipulait, puis d'un coup on passe au numérique, qui apporte plein de choses positives. Est-ce que vous pensez, et j'ai l'impression que dans votre équipe, c'est pour ça que je dis ça, il y a des gens plus jeunes. Et ils sont tous plus jeunes, Voilà. ils ont tous 30 ans, et je suis le vieux de l'équipe. Que la question, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que... Oui, c'est fille de moi. Oui. Parce qu'un peu juste. Mais est-ce que vous pensez que c'est une vraie question au sens large, à tout point de vue, mais même depuis Word, depuis pour moi la question de l'écriture, est-ce que vous pensez que les logiciels formatent quelque chose qui vous empêche d'aller plus loin dans la question heuristique, où vous trouverez des formes qui sont possibles que dans une recherche beaucoup plus large, ou est-ce que vous pensez que c'est plus une histoire d'inspiration et de subjectivité? Je ne pense pas que ça formate dans la mesure où on utilise véritablement très très bien les outils. Hein. Je veux dire, de la 3D, pour en faire vraiment bien, il faut être... faire de la 3D sommaire, beaucoup de gens savent en faire, mais quand on est sur des surfaces complexes, quand on a vraiment envie de regarder la lumière, etc., là, il faut être bon. Hein. Mais on peut être aussi bon en ponçant un bloc de polyuréthane. Donc, ceci dit, les outils font que souvent, il y a des travaux qui vont un peu plus vite. Quand on imprime, par exemple, nous, on fait imprimer en ce moment, où on a une usine des blocs de polystyrène à Iloun, où on a une grosse imprimante 3D. Ça aide quand même beaucoup. Hein. Faut pas non plus... Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que si on manipule très très bien son logiciel, ça va, on n'est pas limité, hein, ça ne nous limite pas. Mais sinon, ça peut limiter. Mais comme la maquette peut limiter, hein, parce qu'on peut se dire, tiens, il faut que je la modifie, ça va me reprendre 2 jours. Non. Donc, nous, on aime bien maintenant mélanger les... Moi, je viens de l'atelier, là, on est en train de faire une chaise à l'arrache pour le salon de janvier. Je suis en train de l'attaquer en volume. Ander, mon associé, va la scanner, et il va la retravailler en 3D, on va la faire imprimer. Bon, on a un bazar pas possible. Non, mais c'est important de se dire qu'il ne faut pas se limiter effectivement à... Il ne faut pas se limiter, mais c'est nécessaire quand même. Non, mais après, du coup, ça fait que 2 ans que vous êtes tous les 4 Non, ça fait 2016, on s'est associés, mais ça faisait 4 ans qu'on travaillait ensemble. D'accord, mais on va dire que c'est quand même relativement récent dans votre parcours. Oui. Qu'est-ce qui vous semble... parce que la manière dont vous l'avez raconté, j'ai l'impression qu'il y a une vraie complémentarité, une vraie entente, et que c'est ce dialogue entre vous tous qui fait que vous arrivez à des formes, une forme à plusieurs cerveaux, on va dire. Ouais. Mais par rapport à vos autres expériences avant... Mais quand on travaille seul, c'est très compliqué, parce que ce jeu de ping-pong, d'idées et de corrections successives, hein, comme des couches de travail, hein, que l'on pratique hein, avec mon associé, mais avec les autres, on n'a aucune différence. Hein. C'est ce qui fait qu'on retire de la matière. Nous, des fois, on nous dit, tiens, vous avez un langage un petit peu minimal, comme ça, mais bon, nous, on ne cherche pas le minimalisme. Hein. Des fois, on peut être un peu baroque, tout ça. Mais par contre, on travaille beaucoup les choses. C'est surtravaillé, surdessiné même. On balance des idées en pagaille. Et donc, jusqu'à polir, jusqu'à trouver cette petite idée, que tout le monde, ça fonctionne dans le cerveau de chacun, c'est-à-dire, tiens, oui, là, il y a une piste, et puis ensuite, on polit. Quoi. On travaille. Et c'est ce que fait un architecte. Alors, nous, on a la chance, dans le design industriel, on a la chance de pouvoir tourner autour de nos objets. C'est quand même génial de pouvoir attraper une maquette, la toucher, la modifier. Tout ça. Il y a cet aspect-là, alors que ce soit la 3D de la mer. Hein.
de prestations, vous êtes un designer indépendant, est-ce qu'ils n'ont pas la volonté d'intégrer vos compétences, vos produits, vos idées, et de vous mettre de votre derrière? Alors, j'imagine que ça va être plus rentable pour eux. Intégrer nos compétences, c'est difficile parce qu'on est indépendant. Hein. D'intégrer les designers en reprenant vos produits ou des choses comme ça. Là, je logiquement économique pour un industriel. Alors, normalement, ce sont quand même des collaborations qui sont censées durer. Et autant que les objets, on aime bien que les collaborations durent. Donc, si on n'est pas trop idiot, ben on collabore, on travaille ensemble, donc on essaie plutôt de durer. Après, il y a des contrats, hein, je veux dire, on protège absolument tous nos modèles. Hein. On protège systématiquement nos modèles. C'est très contractualisé en vrai. Comment ? C'est très contractualisé vos rapports. Oui, c'est contractualisé, oui. Il y a des contrats systématiques. Même quand on connaît les gens, mais il vaut mieux formaliser, oui. Après, il y a des protections. Après, qu'ils intègrent du design en interne, moi je pousse hein, pour que les entreprises intègrent des gens qui, en interne, soient capables. Par exemple, dans le design, il y a beaucoup de savoir-faire. Il y a un des champs, c'est la gestion de projet. Souvent, par manque aujourd'hui, il y a des filières, hein, gestion de projet, design. Bon. Les entreprises ont intérêt à avoir des gens qui gèrent le design, hein, même s'ils font appel à des compétences extérieures en design. Je pense qu'ils ont intérêt à avoir quelqu'un en interne. Nous, plus on est de designers, et je pense que mieux c'est, véritablement. Je pense que ça stimule. Voilà. Et sinon, on peut se faire avoir éventuellement. Hein, on s'est fait copier, on s'est fait bon. Mais bon, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il va être designer quand il sera grand? Tu lèves la main? Tu vas poser une question? Non. Du coup, tu vas poser une question. Bonsoir. Oui, du coup, j'ai bien aimé le côté où on prend beaucoup d'importance dans l'ambiance du travail, où on travaille beaucoup sur l'apparence du mobilier. Est-ce que c'est un truc auquel vous avez pensé depuis beaucoup de temps, le fait de donner une bonne ambiance sur le lieu de travail? Ouais. Alors, que ce soit d'ailleurs sur le lieu de travail, aujourd'hui, on peut travailler. Le travail, c'est à la maison pour l'étudiant, c'est presque à la maison pour le professionnel libéral, ou ça peut être un bureau, ou ça peut être du collectif, etc. Donc oui, ça, c'est un peu comme l'éthique dont on parlait tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de créer des choses, pas pour épater la galerie, pas pour apparaître mais vraiment que les gens qu'on connaisse, ou nos copains, ou les gens qu'on aime bien, tout ça, nous disent, tiens, ça je le voudrais pour moi, pour bosser, parce que ça me plaît. On cherche vraiment, on cherche de la proximité. Donc on se dit, et nous-mêmes, quand on travaille, on se dit, tiens, le contact quotidien avec une arête, tu vois, ça peut m'embêter. Eh bien, peut-être que le départ de l'idée d'un programme entier, ça va être un arrondi. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a tout le temps en tête. Après, c'est pas... On n'est pas fou moi, j'ai pas beaucoup de meubles à la maison, tout ça, mais on travaille pour des gens. Et pas des gens, je ne sais pas d'où, hein. On travaille pour des gens, pour celui qu'on connaît, et ça va se matcher de la même manière avec le londonien ou avec le nord-américain. On recherche justement ces choses très simples dont on a envie. Et via ces petites choses-là, eh bien, on trouve une espèce de transversalité. Avec l'ensemble dans toutes nos expériences, on cherche comme ça, comme une communauté. Bon, et donc, des fois, c'est aussi, on est content de voir des gens qui
qui sont sensibles à ce qu'on a essayé de faire. On n'est pas des artistes, hein, justement, on n'est pas des artistes, on est au service de l'industrie. Hein. Mais, tu vois, donc au travail, c'est peut-être de pouvoir être un petit peu isolé, d'avoir un éclairage, ou de pas être... Il y avait une mode du coworking, et c'était infernal, quoi, des gens qui travaillaient face à face pendant 12 heures toute l'année, c'était un fou, quoi. Et donc, nous, au contraire, on a essayé de cloisonner un peu, de trouver des ambiances, faire bon. Voilà, donc oui, ça nous intéresse beaucoup. C'est ces petites sensations de tout le jour. Merci beaucoup. De rien. Et moi, je me demandais, quand vous avez besoin d'inspiration, ça c'est des questions un peu subjectives, parce que j'imagine que les quatre, vous ne faites pas la même chose, mais qu'est-ce qui vous remet un peu de jus, un peu de moteur, un peu de... C'est les balades en forêt, c'est les musées, c'est le cinéma, c'est... C'est compliqué, ça c'est une question tordue. Non, parce que alors, il faut, par rapport aux gens avec qui on travaille en groupe, effectivement, donc il faut du feeling, il faut qu'on s'entende bien, il faut que l'ego soit là, mais pas omniprésent, parce que sinon on n'est pas capable de se corriger ou de recevoir la correction de l'autre, etc. Bon. L'inspiration, donc ce que je veux dire, c'est qu'on est tous très différents. Il y en a un qui est musicien, moi j'écoute la musique, mais je ne suis pas du tout musicien, lui il est plus qu'au rock, moi je suis classique, enfin, on est très différents, mais on enrichit le travail par des apports extérieurs. Bon, moi j'aime bien l'art, mais il y en a pas, un autre peut ne pas du tout aimer l'art et apporter je ne sais pas quoi. Donc là, je pense que je ne sais pas répondre. Un élément de réponse peut-être. Et j'avais un slide, mais je l'ai enlevé. C'est que des fois, l'histoire du panier, par exemple, le panier en chaîne que tout le monde connaît dans les fermes, partout il y en a un, on connaît l'objet. Bon. Et, il suffisait d'aller voir ces gens-là, les gens qui fabriquent, les retrouver. Mais d'autres, donc ça c'est une intention, aller chercher quelqu'un, un savoir-faire. Ou alors c'est une autre intention, c'est de faire un matériau bioplastique. Donc là, c'est une réflexion qui mène à cette conclusion. Et d'autres fois, c'est surprenant. Et j'avais un slide, c'était une espèce de vue comme ça, si on regardait ça là, avec son ombre, portée, tout ça. Et en fait, on voyait, nous, on a vu une lampe d'un seul coup, dessinée sur la table, un truc. Hop, on a fait la photo de l'instant, et c'est devenu une lampe. Donc on ne le raconte même pas, mais c'est pour dire, des fois, je ne sais pas comment c'est fait. Il n'y a pas là non plus, je ne pense pas qu'il y ait de chemin. La seule chose, c'est souvent... en fait, c'est un peu comme les musiciens, je pense. C'est de l'éveil. Hein? C'est une espèce d'antenne permanente. Et donc, on ne sait pas trop si on est en train de travailler. Des fois, on se demande, même si on est en train de bosser. Quoi, hein? Moi, j'ai mon père qui vient me visiter, il a 87 ans. Il vient me visiter, il me dit, qu'est-ce que vous faites, quoi, hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne foutez rien. Et donc, je ne sais plus ce que je veux dire, mais... vous travaillez tout le temps, en fait. Voilà, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et donc, on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient. Mais après, il faut quand même rester... Il faut quand même bosser. Après, les jeunes qui travaillent avec moi, donc je dis les jeunes, mais je ne les traite jamais comme ça, c'est juste parce qu'on a fait la différence d'âge, ils sont ultra vaillants. Je ne sais pas ce qu'ils ont, c'est une génération ultra vaillante. Ils sont, pardon? Très vaillants. Très vaillants. Voilà. Ouais. Donc, vous avez entendu? C'est un groupe qui est ouvert, hein, parce que là on a vu... oui, comment j'ai choisi... Bon, mon associé, on s'est trouvé, je ne l'ai pas choisi, on s'est trouvé à Milan. Et il y a un salon qui s'appelle Satellité, au mois de
pour le salon au mois d'avril, donc le grand rendez-vous de Milan. C'est vraiment l'endroit où il faut aller, si vous avez un tour à faire au niveau, comme ça, pour capter un petit peu ce qui peut y avoir au niveau design, produits ou mobilier, tout ça, c'est vraiment le salon où il faut aller passer 2 ou 3 jours, en salon et hors salon, la vie. Et donc, il y a un salon qui s'appelle Satellité à Milan, ce sont les jeunes qui louent un petit 9 mètres carrés ou 12 mètres carrés pour 3 000 € et présentent leur... donc, j'y vais tous les ans voir. Et j'ai rencontré donc Anderli Sacho qui habite à côté, à Oyarzun. On s'est rencontrés. Lui, il me connaissait comme ça. Et donc, on s'est retrouvés, puis on s'est super bien entendus. Mais ça je ne sais pas comment l'expliquer. Et après, c'est des complémentarités. La troisième personne est venue parce qu'elle travaille sur l'espace, elle travaille sur la couleur. Donc, on cherche des complémentarités. On va chercher encore 2 ou 3 personnes au moins. Parce qu'on a envie un tout petit peu de structurer l'équipe. Pour ça, on va chercher un petit atelier un peu plus grand. Structurer l'équipe, c'est parce que, au début, je disais, le design industriel, c'est complexe. C'est complexe, il y a des tas d'informations à traiter. Et donc, c'est beaucoup plus simple à plusieurs têtes. Des gens complémentaires, par exemple, on a une personne qui est sur le marketing ou la communication. Mais elle nous aide beaucoup. Parce que finalement, concevoir quelque chose, c'est communiquer, c'est partager, c'est comprendre l'entreprise, comprendre les réseaux, comprendre le client final. Donc voilà, on cherche des complémentarités, des gens un peu différents qui s'entendent à peu près, quoi. On a une ambiance relativement cool. Une dernière question, non? Oui. Pardon. En fait, vous faites beaucoup de mobilier de bureau, enfin, ce que j'ai vu. Et du coup, je me posais la question, vous ne faites pas de rangement, en fait, de meubles de rangement, alors que ça fait partie, en fait, la question peut-être plus vaste, c'est que pourquoi vous ne prenez pas carrément tout l'univers du bureau pour créer des objets, enfin des armoires de rangement, des séparations de bureaux. Pardon, je n'ai pas compris. Pourquoi vous en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi vous ne faites pas des meubles de rangement de bureaux, des séparations de bureaux, de travailler en fait l'environnement de travail dans sa globalité. C'est la question, c'est pourquoi en fait. Oui, on travaille pas mal de mobilier, mais même si on fait en ce moment, on est en train de faire des lampes soufflées en Pologne, en verre, on essaie de varier un peu notre production, mais on fait pas mal une des entreprises dont j'ai pas montré le cas là, Trécou, donc une entreprise de Salaus, ce n'est que du rangement, c'est que du panneau. Déjà, c'est l'industrie du panneau qui fait des boîtes et qui crée des conteneurs, hein, grosso modo. Donc là, on ne fait que des collections de rangement, d'étagères, de meubles conteneurs, etc. Et les séparateurs, l'univers du bureau, on est en train de bosser en ce moment là aux États-Unis pour un système de pouf avec des séparations, tout ça pour l'univers du travail. Donc on y est quand même. Après, on fait ce dont les entreprises ont besoin aussi. Pour certaines, on participe du cahier des charges, de la rédaction du cahier des charges. Hein. C'est le cas pour les entreprises avec lesquelles on a la direction artistique. Hein. C'est Trécou, Alki, Bosque, Retegui. Là, on co-rédige les cahiers des charges. Puis on y répond, mais on peut aussi inviter des designers. Hein. Ça, je n'en ai pas parlé, mais quand on fait la direction artistique, là, en ce moment, par exemple, pour Trécou, on a invité un studio danois. Avec Alki, on vient d'inviter aussi un gros studio. Non, on n'est pas obligé de tout faire non plus. Hein. Quand on a la direction artistique, on se projette un petit peu. Après, on peut faire intervenir d'autres personnes, bien sûr. Bon. Ben, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci.